Mes parents ont refusé d'assister à mon mariage parce que je me suis marié avant ma sœur parfaite. Ils ont ignoré mes invitations, m'ont traité d'instable en cachette, m'ont effacé de leur testament, jusqu'à ce que ma tante se lève devant toute la famille et dise « ça suffit ». Salut, je m'appelle Chloé et c'est l'histoire de la façon dont j'ai enfin arrêté d'être la fille tranquille. C'était un après-midi chaud de septembre à Avignon, en Provence, le genre de fin d'été où la lumière du soleil filtre à travers les feuilles et où tout semble un peu plus doux. Notre cérémonie de mariage s'est déroulée dans un jardin tranquille niché derrière un ancien vignoble, entouré de champs de lavande et de chaises pliantes blanches. Julien se tenait à mes côtés, sa main posée doucement sur la mienne, ses yeux remplis de calme et de fierté. Tout dans ce moment aurait dû sembler complet, et cela l'était, presque, à l'exception des 2 sièges vides au premier rang. Ils étaient destinés à mes parents. J'avais espéré, jusqu'à la dernière minute, qu'ils changeraient d'avis, qu'ils arriveraient peut-être par le chemin de gravier juste au moment où la musique commencerait et que quelqu'un se précipiterait dans l'allée en murmurant « Ils sont là ». Mais les sièges sont restés vacants, intacts, comme s'ils avaient été réservés à des fantômes. Je me souviens d'être au bord de l'allée, bouquet à la main, quand j'ai vu les chaises vides. Mon souffle s'est coupé un instant, mais j'ai souri quand même. J'avais passé des années à maîtriser ce sourire, celui qui pouvait si bien cacher la déception que même moi, j'y croyais parfois. Julien a dû le remarquer, alors que nous échangions nos vœux, son pouce effleurait le dos de ma main en petits cercles réguliers. C'était sa façon de dire « je te vois » sans rien interrompre. Lorsque l'officiant a dit « je vous déclare mari et femme », le jardin a éclaté en acclamations. Ma belle-mère, Sophie, a essuyé des larmes de ses yeux en applaudissant. Elle avait été mon ancre tout au long du processus de planification, comblant les lacunes laissées par ma propre mère. C'est Sophie qui m'avait aidé à choisir ma robe, qui m'avait apporté du thé quand je restais éveillé tard pour finaliser la liste des invités, qui m'avait tenu la main quand la date limite de réponse était passée et que mes parents n'avaient toujours pas répondu. La réception a eu lieu sur la même propriété, sous des guirlandes lumineuses et une tente drapée de tissu crème doux. Les tables étaient décorées de tournesol et d'eucalyptus, un clin d'œil à l'état d'origine de Julien, le Kansas, et à mon amour de la simplicité. Les gens riaient, trinquaient, dansaient, mais lorsque le DJ a appelé la danse père-fille, l'air a changé. J'avais prévenu le DJ d'avance d'ignorer cette partie, mais je suppose que c'était dans le script et qu'il avait oublié. Il resta là maladroitement avec le micro jusqu'à ce que Sophie s'avance. Elle posa une main sur mon épaule et murmura « Je danserai avec toi, ma chérie, si ça te va ». J'ai hoché la tête, et sous ces lumières éclatantes, j'ai dansé avec ma belle-mère sur une version acoustique douce de « Landslide ». C'était doux, gentil et plus que ce que j'avais jamais attendu, mais pas ce dont j'avais rêvé depuis que j'étais une petite fille, tournoyant dans ma chambre avec une thé d'oreiller comme voile. Plus tard dans la nuit, après que le gâteau ait été coupé et que les feux d'artifice se soient éteints, j'ai trouvé un endroit tranquille au bord du jardin. Julien m'a trouvé assise là, pieds nus dans l'herbe, mes chaussures sur mes genoux. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé, s'accroupissant à côté de moi. J'ai hoché la tête, puis j'ai secoué la tête. Je ne sais pas, je crois que j'essaie juste de ne pas ressentir ce que je ressens. Il s'est assis à côté de moi, sans rien dire pendant un moment, son bras autour de mon épaule, me tirant contre lui. « C'est normal d'être blessé, Chloé » a-t-il dit doucement. « Tu n'as pas à faire semblant. » J'ai posé ma tête sur son épaule. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils allaient venir, même quand je descendais l'allée, même pendant les vœux. Une partie de moi pensait qu'ils ne pouvaient pas vraiment le faire. Julien ne parla pas tout de suite. Puis il dit « Je sais. J'ai vu ta mère ouvrir l'invitation. J'ai vu le reçu de lecture. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne voulais pas te gâcher la fête. Je pensais que peut-être qu'ils te surprendraient. Mais ils ne l'ont pas fait. » Non, dit-il. Ils ne l'ont pas fait. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de la lavande et de l'herbe sèche a rempli l'air. Ils savaient que c'était aujourd'hui. Ils savaient où aller. Et ils ne sont toujours pas venus. Et c'était la vérité. Pas une incompréhension, pas une erreur de calendrier, pas de courrier perdu ou de confusion. Ils avaient fait un choix. Cette nuit-là, alors que Julien et moi quittions le lieu main dans la main, j'ai jeté un dernier regard sur le jardin où nous avions échangé nos vœux. Je ne me sentais pas en colère, pas encore, juste fatiguée, confuse, un peu vide. Et lentement, la question qui était restée dans le fond de mon esprit pendant des semaines est passée au premier plan, pourquoi ? Pourquoi mes parents refuseraient-ils de venir à mon mariage ?
Et qu'est-ce que cela disait vraiment sur le type de famille que nous étions? Élise était le genre d'enfant dont les enseignants parlaient dans la salle des professeurs, même à l'école élémentaire. Son nom était toujours quelque part sur un tableau d'affichage, première place au concours régional d'orthographe, premier prix à la foire scientifique, solo au récital d'hiver. Elle avait cette lueur dans sa présence qui attirait les gens sans même qu'elle essaie. J'avais l'habitude de penser qu'elle était née avec un projecteur invisible qui la suivait partout. Au lycée, elle était présidente de classe, capitaine des Pom-Pom Girls, reine du bal, grande, élégante, avec ses boucles blondes miel qui, bizarrement, ne frisaient jamais, même sous la pluie de Paris. Les gens la remarquaient, les gens se souvenaient d'elle. Pendant ce temps, j'étais la fille qui rendait ses devoirs à temps, qui savait réparer l'imprimante à la bibliothèque, qui s'asseyait au fond de la classe avec ses cheveux en chignon désordonnés et sa tête dans un tutoriel de programmation. Nos parents l'adoraient. Ma mère s'allumait quand Élise entrait dans une pièce, se tenant un peu plus droite, parlant avec plus d'énergie, comme la présence d'Élise la rendait meilleure. Quand j'ai gagné la compétition régionale de mathématiques en 9e année, maman a dit « C'est super, ma chérie », puis m'a demandé si je pouvais aider Élise avec ses affiches de campagne pour la présidence de classe. Quand Élise a été admise à la Sorbonne avec une bourse au mérite, ils ont organisé un dîner, pas seulement un gâteau ou un plat à emporter, une fête complète avec traiteur dans un restaurant sur le toit du centre-ville. Je me souviens l'avoir vue porter un toast ce soir-là, sa voix douce, sa confiance sans effort, tandis que les parents applaudissaient et que ma mère essuyait une larme de fierté. Un an plus tard, lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation au programme d'ingénierie de l'école polytechnique, je leur ai annoncé un soir au dîner, pendant que nous mangions des restes. Mon père a hoché la tête. Ma mère a dit « C'est bien, Chloé », et m'a demandé si je me souvenais d'avoir répondu à la cérémonie de remise des diplômes d'Élise. Elle disait toujours des choses comme « Élise brille, tu es solide ». Les deux comptent. J'avais l'habitude de me dire que c'était sa façon d'être juste, mais au fil des années, j'ai commencé à comprendre que, pour eux, briller était ce qui comptait vraiment. Solide signifiait juste invisible. Je ne pense pas qu'Élise ait voulu m'éclipser au début. Enfant, nous étions proches, comme le sont les sœurs, quand le monde est encore petit et que les soirées pyjama se passent dans la même chambre. Mais même alors, je savais que je n'étais pas la préférée. Quand je me suis cassé le bras à 8 ans, maman est restée à l'hôpital quelques heures avant de partir pour assister au récital de ballet d'Élise. Elle m'a dit de ne pas pleurer, tu es forte, Chloé. Élise a besoin de moi maintenant. Je l'ai regardée partir avec mon bras en écharpe et un livre de coloriage sur les genoux. Je me souviens que l'infirmière était plus gentille que ma propre mère ce jour-là. Élise a commencé à faire du mannequinat pendant ses études universitaires. Ce n'était même pas quelque chose qu'elle poursuivait sérieusement au début. Un type dans un festival de musique lui a dit qu'elle devrait essayer, et en quelques mois, elle avait un agent et son visage sur un panneau publicitaire pour une marque de soins de la peau locale. Maman a imprimé cette publicité et l'a encadrée. Elle est toujours accrochée dans leur salon au-dessus de la cheminée. La même année où cette photo a été mise en ligne, j'avais terminé mon stage dans une start-up logicielle qui allait plus tard devenir publique. Quand j'ai raconté ça à mes parents, maman a dit « C'est une bonne expérience » et m'a demandé si j'avais des photos récentes d'Élise du shooting. J'ai arrêté de leur apporter mes victoires au bout d'un moment. Ça ne valait pas le vide qui suivait. Je me souviens une fois, lors d'un barbecue familial, qu'un de mes oncles a demandé sur quoi je travaillais. Avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu pour dire qu'elle travaillait sur quelque chose avec des ordinateurs, puis s'est tournée pour dire à tout le monde qu'Élise avait été promue dans son entreprise à Lyon. J'avais 28 ans quand j'ai enfin arrêté d'essayer, arrêté de concourir, arrêté d'espérer. J'avais construit une vie pour moi-même à Lyon, un petit appartement avec des étagères que j'avais assemblées moi-même, un chat nommé Olive qui dormait enroulé sur mon ordinateur portable, et un travail que j'aimais vraiment. Mes collègues me respectaient, mon directeur demandait mon avis lors des revues de sprint, j'ai mené à bien 2 lancements réussis, j'ai obtenu une place à la conférence annuelle des femmes dans la technologie. Et c'est là que j'ai rencontré Julien. Ce n'était pas flashy, pas de feu d'artifice instantané, juste une conversation tranquille autour d'un café, puis une autre et une autre. Il aimait ma façon de penser, la façon dont je remettais en question les idées, la façon dont je me comportais quand je pensais que personne ne regardait. Il ne m'a jamais comparé à qui que ce soit, n'a jamais essayé de me transformer en autre chose que ce que j'étais. Il disait, tu es mon puzzle préféré, intelligent, compliqué et qui vaut la peine. Il me faisait me sentir vu d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Quand il m'a demandé en mariage,
c'était sur notre canapé pendant un orage, avec des plats de chez Le Petit Paris et notre émission préférée en fond sonore. Il a sorti une bague, dont j'ignorais qu'il l'avait gardée, et m'a demandé si nous pouvions continuer à construire cette vie tranquille et solide ensemble. J'ai dit oui sans réfléchir. Et puis est venue la partie que je redoutais plus que tout, le dire à mes parents. Je ne m'attendais pas à une parade, je ne m'attendais même pas à un appel téléphonique, mais je pensais que peut-être, juste peut-être, il me surprendrait cette fois, peut-être qu'il serait heureux pour moi. Au lieu de cela, quand je le leur ai dit, il y a eu un long silence au bout du fil. Puis ma mère a dit, « Es-tu sûre que ce n'est pas un peu précipité, Chloé? Peut-être que tu devrais attendre, te concentrer un peu sur ta santé avant le mariage. » C'était tout. Pas de félicitations, pas de questions sur Julien, juste du jugement. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que ce ne serait pas la célébration familiale joyeuse que j'avais espérée. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le jour où je leur ai dit que j'étais fiancé, je venais de finir un long quart de travail. Julien avait préparé le dîner, quelque chose de simple, des pâtes avec des légumes rôtis, et nous nous sommes assis ensemble à examiner les dates potentielles, en riant de la façon dont nous étions tous les deux nuls pour réduire les lieux. Il n'arrêtait pas de parler de ce petit vignoble sur l'Île-de-France qu'il avait trouvé, et j'adorais à quel point il était enthousiaste, à quel point il voulait être impliqué dans chaque partie du processus. Après avoir débarrassé la vaisselle, j'ai appelé mes parents. C'était tôt en soirée et je me suis dit qu'ils seraient tous les deux à la maison. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix d'abord vive, comme elle l'était toujours quand elle ne savait pas qui appelait encore. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a été silencieuse. J'ai attendu, espérant peut-être qu'elle était juste choquée, ou peut-être qu'elle pleurait de joie pour moi, à sa manière tranquille. Mais au lieu de cela, elle a dit, « Es-tu sûre que ce n'est pas trop rapide, Chloé? Tu es à l'aise depuis un moment maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois te contenter. » Se contenter, le mot pesait lourd sur ma poitrine. J'ai entendu mon père en arrière-plan demander de quoi il s'agissait. Elle a couvert le téléphone légèrement, mais pas assez bien. « Chloé se marie », a-t-elle dit sans expression, puis après un silence, elle a ajouté, « Je pensais qu'Élise se marierait d'abord. » Cette partie n'était même pas censée être entendue par moi, mais je l'ai entendue. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, en essayant de paraître joyeuse, en la remerciant d'avoir écouté, pour son avis. Elle n'a pas demandé à propos de Julien, elle n'a pas demandé quand ni où. Il n'y avait pas d'enthousiasme, juste ce courant sous-jacent de déception que j'avais tellement l'habitude de voir, à peine voilé par l'inquiétude. Je n'ai pas tout dit à Julien ce soir-là, juste qu'ils avaient pris la nouvelle calmement. Il n'a pas insisté, jamais. Quand il a vu que je n'étais pas prête à parler, il m'a versé un verre de vin et a suggéré que nous regardions des photos de dégustation de gâteaux en ligne pour me remonter le moral. Quelques semaines plus tard, nous avons organisé une petite fête de fiançailles chez un ami sur le toit à Montmartre. C'était discret, chaleureux, rempli de rires, d'amis et de guirlandes lumineuses qui se balançaient doucement dans la brise. Les parents de Julien sont venus de Lyon et ont apporté une photo encadrée de nous de notre premier Noël ensemble. Sophie nous a porté un toast, les yeux vitreux, décrivant comment elle avait toujours voulu une fille et qu'elle avait enfin l'impression d'en avoir une. Mes parents sont arrivés en retard. Ils n'ont pas apporté de cadeaux. Ma mère m'a serré dans ses bras sans me regarder dans les yeux. Mon père a serré fermement la main de Julien, mais n'a rien dit. Ils ont passé la majeure partie de la fête dans un coin, penchés sur le téléphone de ma mère, chuchotant. Julien l'a remarqué avant moi. Il continuait de jeter des coups d'œil vers eux avec cette expression polie mais perplexe qu'il utilisait quand quelque chose n'allait pas tout à fait. À un moment donné, il s'est penché et a dit doucement, « Je pense qu'ils sont au téléphone avec ta sœur. » J'ai suivi son regard et j'ai regardé ma mère taper sur l'écran, le porter à son oreille à nouveau et murmurer, « Ce n'était pas le plan. » Elle n'était pas censée y aller en premier. Plus tard, Julien m'a dit qu'il avait entendu ma mère dire, « Ce n'était pas le plan. » Elle n'était pas censée y aller en premier. Je n'ai pas demandé ce qu'il avait entendu d'autre. Je ne voulais pas le savoir. L'expression m'est restée cependant, ce n'était pas le plan. Comme s'ils avaient tracé ma vie dans un ordre précis et que j'avais en quelque sorte rompu la séquence, comme si j'avais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Pendant des semaines après cette fête, ma mère m'appelait avec des suggestions non sollicitées, pas pour mon mariage, mais pour celui d'Élise. Elle m'envoyait des tableaux Pinterest remplis de thèmes, de robes et d'arrangements floraux, tous clairement sélectionnés avec Élise à l'esprit. Une fois, elle m'a envoyé un SMS, juste une idée, ne serait-ce pas formidable si Élise avait un mariage côtier ?
Elle a toujours aimé la Côte d'Azur. Élise n'était même pas fiancée. J'aurais ri si ça ne m'avait pas piqué autant. Quand j'ai enfin dit à ma mère que nous avions réservé le vignoble sur l'Île-de-France, elle a répondu « Oh, c'est bien. Très simple. Ça vous va ?» Quand je lui ai dit que j'avais choisi une robe de coupe trapèze avec des manches en dentelle, une robe qui me faisait me sentir rayonnante et belle, elle a fait une pause, puis a dit « Au moins, c'est pratique. » Cette forme devrait être flatteuse. Pas une seule fois elle n'a demandé à voir une photo, pas une seule fois elle n'a proposé de m'accompagner à un essayage. La mère de Julien est venue à la place. Sophie a eu les larmes aux yeux au moment où je suis sorti de la cabine d'essayage dans cette robe. Elle m'a serré dans ses bras et a murmuré « Tu te ressembles. » C'est le plus important. Je n'ai pleuré qu'en rentrant à la maison, non pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un avait enfin dit la chose que j'attendais depuis toute ma vie, tu te ressembles. Pas mieux, pas plus comme ta sœur, pas plus mince ou plus douce, ou plus gracieuse, juste moi. Nous avons finalisé notre liste d'invités un mois avant le mariage. J'ai vérifié chaque nom, chaque adresse. Julien s'est assuré que les invitations numériques avaient les reçus de lecture activés. Les noms de mes parents étaient là, leur réponse ne l'était pas. J'ai envoyé un email de suivi, puis un SMS, puis un autre. Rien. Au début, j'ai pensé qu'ils attendaient peut-être qu'ils voulaient faire une entrée, ou peut-être qu'au fond, ils n'approuvaient toujours pas et cherchaient un moyen de s'en sortir sans le dire à voix haute. Un soir, j'ai demandé à Julien s'il pensait qu'il viendrait. Il a hésité, puis a dit « Je pense qu'ils veulent qu'Élise y aille en premier ». Je n'ai rien dit parce que je le savais déjà. Il fut un temps où j'espérais encore, quand je croyais que si je travaillais un peu plus dur, j'accomplissais un peu plus, peut-être qu'ils le remarqueraient, peut-être qu'ils diraient qu'ils étaient fiers de moi. Je me suis accroché à cette croyance plus longtemps que je n'aurais dû. J'avais 25 ans lorsque j'ai remporté le prix Innovatrice émergente de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce n'était pas flashy comme un contrat de mannequinat ou une couverture de magazine glacé, mais c'était quelque chose que j'avais gagné. J'avais passé un an à diriger une équipe dans un projet difficile, et mon nom était imprimé dans le programme à côté de femmes que j'admirais depuis des années. J'ai invité mes parents à la cérémonie de remise des prix, je leur ai envoyé les détails par email, je leur ai même rappelé la semaine précédente. Ils ne sont pas venus. Le même week-end, Élise avait un shooting photo à Marseille, une marque lifestyle l'avait engagée pour une campagne et ma mère était descendue avec elle pour aider à choisir les accessoires. Elle m'a envoyé par SMS une photo de la chambre d'hôtel où elle séjournait, avec une vue sur la Méditerranée, et a ajouté « J'espère que ton événement se passe bien, ma chérie. » Élise envoie de l'amour. Je me souviens avoir fixé ce message dans la loge, en coulisses, tenant mon certificat de prix dans une main et essayant de ne pas pleurer avant de monter sur scène. L'un des ingénieurs seniors m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Tu vas y arriver, ma belle. » À ce moment-là, je l'ai cru plus que je n'avais cru quoi que ce soit que ma famille m'ait jamais dit. Un an avant cela, lorsque j'ai obtenu mon master, nous avions une célébration commune prévue pour Élise et moi. Elle était mise à l'honneur pour avoir décroché un poste de cadre supérieur dans une entreprise à Bordeaux, et je venais de soutenir ma thèse avec distinction. Nous avions convenu d'un dîner de famille dans un restaurant de fruits de mer en centre-ville, quelque chose de décontracté, mais au moment où nous sommes arrivés, tout était centré sur Élise. Les ballons disaient « Félicitations Élise », le diaporama que ma mère jouait sur son iPad était rempli de photos de mannequinat et de couvertures de magazines. Il y avait une diapositive avec mon nom en petite police à côté d'une image d'archive d'un chapeau de diplômé. Pendant le dîner, ma mère a levé son verre et a dit « Trinquons à Élise, à la beauté et à l'intelligence, et à tout ce qu'il y a entre les deux. » Personne n'a mentionné mon diplôme, personne n'a demandé mon travail. Quand je l'ai abordé plus tard, juste moi et maman dans la cuisine, elle a dit « Eh bien, tu as toujours été si facile à vivre avec ce genre de choses. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de compétition, Chloé. Tu vas bien. Mais Élise, c'est notre superstar. » Elle a dit cela comme un compliment, comme si être « bien » était quelque chose à quoi aspirer. Après cela, j'ai arrêté de les inviter à des événements, des promotions, des conférences. J'ai partagé la nouvelle avec Julien et mes amis les plus proches. J'ai laissé Sophie m'inviter pour célébrer lorsque les actions de ma start-up ont finalement été libérées et que j'ai acheté ma première voiture sans prêt. J'ai créé un nouveau type de famille autour de moi, une famille qui ne mesurait pas la valeur en projecteur ou en étincelle. Mais même avec toute cette distance, il y a eu des moments qui ont tout ramené,
comme le dîner de Noël chez ma tante l'année de mes 30 ans. Je venais de terminer une conférence sur la technologie et j'étais rentré le même jour, épuisé mais fier. Alors que nous étions assis autour de la table, passant les pommes de terre écrasées, quelqu'un a demandé ce que j'avais fait dernièrement. Avant que je puisse répondre, ma mère s'est précipitée en disant « Chloé va bien, elle travaille sur des ordinateurs. » Mais saviez-vous qu'Élise vient de se voir offrir un partenariat de marque avec une entreprise de bien-être en Normandie? Tous les regards se sont tournés vers Élise, qui a souri comme si c'était son anniversaire. J'ai remué un morceau de dinde sur mon assiette et je n'ai rien dit. Julien m'a serré le genou sous la table. Après le dîner, il m'a demandé en voiture pourquoi je n'avais rien dit, pourquoi j'avais laissé ma mère m'interrompre. Parce que quel est l'intérêt, ai-je dit. J'ai dit des choses avant, ça ne change jamais rien. Il a regardé ma façon, ça fait mal, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Pas comme avant, mais oui, ça fait toujours mal. Ce n'étaient pas seulement les grandes choses non plus. C'étaient les petites coupures qui s'accumulaient avec le temps, la façon dont ma mère mentionnait toujours à quel point la robe d'Élise était flatteuse, mais ne complimentait jamais la mienne, la façon dont mon père me présentait à ses amis comme « Chloé, notre fille tranquille » et Élise comme « Voici notre fille, Élise, la mannequin, génie du marketing ». Ce n'était pas de la jalousie, c'était un rasoir, être constamment comparé à quelqu'un qui était né avec tous les bons traits, tandis que l'on s'attendait à ce que je joue le rôle de soutien, et pire, qu'on me dise que je devrais en être reconnaissante, que j'avais de la chance de ne pas être sous les projecteurs, que j'étais plus stable, plus ancré. J'avais l'habitude de croire qu'il m'aimait peut-être, juste différemment, juste plus tranquillement. Mais l'amour ne devrait pas donner l'impression qu'on doit le gagner, il ne devrait pas donner l'impression qu'il ne vient que quand on est utile, ou silencieux, ou petit. Au moment où Julien et moi avons commencé à planifier le mariage, j'avais déjà fait la paix avec la plupart de ceux-là, ou du moins je le pensais, jusqu'à ce qu'ils refusent de venir et que je réalise que certaines blessures ne restent silencieuses que jusqu'à ce qu'elles soient rouvertes. Nous avons envoyé les invitations début mai. Julien avait choisi un design minimaliste, du papier cartonné crème avec des accents verts doux et des vrilles délicates s'enroulant autour des bords. J'avais passé des heures à taper à la main le nom de chaque invité, en vérifiant 3 fois les adresses. Nous avions même créé une version numérique assortie, complète avec le suivi des réponses et les reçus de lecture, juste au cas où quelqu'un égarerait la copie physique. Mes parents étaient en tête de liste. Leur invitation imprimée leur a été remise en main propre par courrier certifié. La version par email a été ouverte dans les 48 heures. J'ai vu le horodatage, mardi à 18h47. Et pourtant, des semaines ont passé. Aucune réponse, aucun appel téléphonique, même pas un SMS reconnaissant l'invitation. Au début, j'ai fait preuve de clémence. Peut-être qu'il voyageait, peut-être que l'email s'était perdu, ou que l'enveloppe s'était retrouvée coincée sous des magazines. Mais quand j'ai appelé pour faire le suivi, ma mère a répondu et a dit qu'ils vérifiaient encore leur calendrier. C'était juin, le mariage était fin septembre. J'ai eu envie de demander ce qu'ils devaient exactement vérifier, ce qui nécessitait 4 mois de clearance, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit « d'accord. Faites-moi savoir si vous avez besoin à nouveau des détails », a-t-elle répondu. Nous verrons ce que nous pouvons faire, Chloé. Dans ce ton qu'elle utilisait toujours quand elle essayait de paraître neutre, mais ne pouvait pas cacher l'approbation sous-jacente. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé, fixant le tableau de bord des réponses sur mon ordinateur portable. Tous les parents de Julien avaient répondu, tous nos amis du travail, même quelques anciens professeurs. Tout le monde sauf eux. Julien est entré avec 2 tasses de thé et m'en a tendu une sans rien dire. Il s'est assis à côté de moi, me regardant naviguer dans la liste des invités. Ils ne viendront pas, ai-je finalement dit. Il n'a pas discuté. Il a juste pris une gorgée et a dit, je sais. J'ai essayé d'agir indifféremment, je me suis dit que ce n'était pas grave, que leur absence signifiait moins de stress, moins de jugement. Mais cette petite voix au fond de mon esprit, celle qui voulait toujours être choisie, continuait de murmurer, peut-être qu'ils changeront d'avis, peut-être qu'ils viendront à la dernière minute. Nous avons envoyé un email de rappel en juillet. Mes parents l'ont ouvert à nouveau. J'ai vu le horodatage à nouveau. Aucune réponse. Sophie m'a aidé à choisir les centres de table le week-end suivant. Nous étions assis à sa table de cuisine entourés d'échantillons de fleurs quand elle m'a demandé si mes parents avaient confirmé. Pas encore, ai-je dit, en attrapant une brindille d'eucalyptus. Je doute qu'ils le fassent. Elle a hésité,
puis a dit doucement, « Je veux juste que tu saches, ma chérie, que s'ils ne viennent pas, tu auras toujours une famille là-bas. » J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je ne voulais pas pleurer pour eux, pas encore. Quelques jours plus tard, j'ai appelé mon père, juste lui. J'ai pensé que peut-être si je lui parlais directement, sans que maman ne filtre tout, j'obtiendrais quelque chose de réel. Il a répondu après 2 sonneries, sa voix était plate, comme s'il s'attendait à l'appel mais ne voulait pas le prendre. « Salut papa », ai-je dit, juste pour prendre des nouvelles. « Tu as reçu l'invitation, toi et maman ? » « Nous l'avons fait », a-t-il dit. « Je pense que ta mère a déjà répondu. » « Elle ne l'a pas fait. »« Nous sommes toujours en train de régler l'horaire », a-t-il ajouté. « Papa, ça fait plus d'1 mois. » Il y a eu un silence, puis il a dit, « Tu sais comment sont les choses. » Ça a été une année mouvementée. J'ai marqué une pause. Mouvementée avec quoi? Il n'a pas répondu directement, il a juste dit, « Nous te le ferons savoir, d'accord ?» D'accord, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce n'était pas mouvementé, c'était de l'évitement. Ils esquivaient mon mariage de la même manière qu'ils esquivaient chaque moment important de ma vie, et j'en avais fini de prétendre que je ne le voyais pas. Julien et moi avons terminé le plan de table sans eux. Nous avons laissé leur siège au premier rang vide, en partie par espoir, en grande partie par obstination. Une partie de moi pensait que s'ils venaient, au moins ils auraient une place pour s'asseoir. L'autre partie pensait, laissez-les voir à quoi ça ressemble quand leur absence est impossible à ignorer. Plus la date approchait, plus cela semblait irréel. Élise a posté une photo d'une boutique de mariage sur son Instagram fin août, avec la légende, juste pour le plaisir, pour l'instant. Ma mère a commenté avec des émojis cœur et les mots, hâte de voir le vrai truc. Elle n'avait jamais commenté aucune de mes publications, même pas l'annonce de fiançailles. Ce fut le moment où j'ai arrêté d'espérer, non pas par colère, mais par épuisement. Il n'y avait pas de confusion, pas d'erreur, pas de conflit d'horaire. Ils avaient fait un choix. Non pas simplement pour sauter mon mariage, mais pour le protester, pour prétendre qu'il n'arrivait pas, pour se tenir derrière Élise, non pas parce qu'elle se mariait, mais parce que j'étais là et que j'y allais en premier. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je pensais que j'aurais peut-être au moins un appel téléphonique. Au lieu de cela, il y a eu un silence si aigu et délibéré qu'il ne semblait pas passif, il semblait être une punition. Ce n'était pas une absence accidentelle, c'était une absence calculée. Pendant quelques jours après le mariage, je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de les contacter, que je ne devais à personne d'explication ou une autre chance de justifier ce qu'ils avaient fait. Mais quand Julien et moi sommes rentrés de notre courte lune de miel en Alsace, je me suis retrouvé assis seul à la table de la cuisine un après-midi, fixant la photo de mariage que nous avions encadrée au-dessus du poêle. C'était un cliché spontané, Julien et moi riant pendant les vœux, une rafale de vent attrapant le voile dans mes cheveux, mes joues rougies, mes yeux brillants. Cela aurait dû être un souvenir parfait, mais je n'arrêtais pas de penser à ces chaises vides au premier rang, à la façon dont ma poitrine s'était serrée chaque fois que je jetais un coup d'œil vers elle. Et j'ai réalisé que le silence n'aidait pas, plus maintenant. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix aussi légère et agréable que jamais. « Salut ma chérie, j'avais l'intention d'appeler. Comment était le grand jour ?» J'ai cligné des yeux. « C'était charmant », ai-je dit sans expression, mais tu le savais déjà. Il y eut une pause, un changement de ton. « Eh bien, nous n'avons pas vraiment pu en faire partie, n'est-ce pas ?» J'ai fermé les yeux et je me suis préparé. « Je vous ai invité plusieurs fois, Chloé. Nous n'avons jamais rien reçu, pas une vraie invitation, pas une invitation comme il faut. Je veux dire, un paperless post, ça compte à peine. Vous avez eu les 2, maman. J'ai vu le reçu de lecture sur l'email. J'ai payé pour un courrier certifié et j'ai vérifié les registres de livraison. » Elle a hésité, et j'ai imaginé qu'elle était assise au comptoir de la cuisine, probablement en tordant le coin d'une serviette comme elle le faisait quand elle était prise au dépourvu. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que ton père l'a égaré. Vous avez tous les 2 ouvert la version numérique. J'ai l'horodatage. Vous l'avez lu le même soir où je l'ai envoyé. Chloé, sa voix est devenue plus dure, tu n'as pas à être sur la défensive. Je dis juste que ça aurait été bien d'être inclus correctement, de faire partie de la planification. Vous avez choisi de nous exclure. Ce n'est pas vrai.
Vous ne m'avez pas demandé de vous aider à choisir votre robe, vous n'avez pas posé de questions sur les traditions familiales ou nous avez inclus de quelque manière que ce soit. Vous ne nous avez contactés que lorsque les aspects logistiques étaient déjà terminés. Parce que chaque fois que j'évoquais le mariage, vous changiez de sujet. Vous m'avez envoyé des photos d'Élise en robe, elle n'en avait même pas acheté. Vous avez dit que ma robe était pratique, que mon lieu de réception était simple. Vous n'étiez pas intéressé. Eh bien, peut-être que si tu avais pris mieux soin de toi, nous aurions été plus impliqués. Tu n'as jamais eu l'air à l'aise lors de ces essayages. J'ai eu l'impression que tu ne voulais pas de nous là-bas. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde. Je vous voulais là, ai-je dit, ma voix maintenant calme, mais vous ne vouliez pas être là, à moins que ce ne soit Élise qui descende l'allée. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu? Pourquoi n'avez-vous même pas envoyé de message, une carte, quelque chose? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis elle a dit, nous avions toujours supposé qu'Élise serait la première mariée de la famille. Les mots se sont installés dans l'air comme de la poussière. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, figé, une tasse à la main. Il n'a pas bougé. Moi non plus. Je vois, ai-je dit. Ce n'était pas une incompréhension, ce n'était pas des sentiments blessés ou une mauvaise communication. C'était quelque chose de beaucoup plus froid. Ils ne sont pas venus parce que j'avais perturbé l'histoire qu'ils avaient écrite dans leur tête, parce que leur fille en or, leur pièce maîtresse, n'y était pas allée en premier, parce que j'avais osé être heureuse, être aimée avant elle. C'est pour ça que tu m'as ignoré? Parce que je me suis mariée avant Élise. Nous n'étions pas préparés à ça, a dit ma mère calmement. Préparés? Vous n'étiez pas préparés à être heureux pour moi. Tu ne nous as pas donné une chance de digérer ça. Tu avais presque 1 an. Elle n'a pas répondu. J'ai regardé Julien, qui était toujours là, la mâchoire tendue. Il a traversé la pièce et s'est assis à côté de moi, posant doucement sa main sur ma jambe sous la table. J'ai toujours essayé, ai-je dit au téléphone, j'ai tellement essayé d'être suffisante. J'ai rejoint des clubs que vous recommandiez, j'ai pris des cours que vous aimiez. J'ai même essayé le mannequinat cet été-là, vous vous souvenez? Juste pour que vous me remarquiez de la façon dont vous la remarquiez toujours. Ne sois pas dramatique, Chloé. Je ne le suis pas. Je suis honnête. Vous m'avez fait sentir comme si je ratais toujours, et quand j'ai finalement trouvé quelqu'un qui me voyait, qui m'aimait comme je suis, vous n'avez pas pu célébrer avec moi parce que ça ne rentrait pas dans le calendrier que vous vouliez. Tu tords tout, a-t-elle claqué. Tu essaies de faire de nous les méchants. Je n'essaie pas de faire de vous quoi que ce soit. Je suis juste fatigué de faire semblant. Nous sommes restés dans un long silence, puis elle a dit, peut-être que tu es juste contrarié que le mariage d'Élise soit un peu plus grandiose et que maintenant tu te défoules. Ça n'a rien à voir avec son mariage. Ça a à voir avec le mien. Elle a reniflé dans le téléphone. Je pouvais imaginer ses lèvres pincées, les bras croisés. Eh bien, tu as marqué des points. Si tu veux continuer à nous blâmer pour tes sentiments blessés, vas-y, je n'ai besoin de blâmer personne, ai-je dit. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. Julien a doucement tendu la main et a appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Je suis resté là un moment, ressentant tout et rien à la fois. Les larmes qui sont venues n'étaient pas frénétiques ou amères. Elles étaient douces, silencieuses, comme quelque chose qui se détachait en moi après avoir été serré pendant des années. Julien a tiré ma chaise vers lui et m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Je sais qu'ils ne changeront pas, j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas besoin qu'ils le fassent. Et je le pensais. Pour la première fois, je n'espérais pas une meilleure version d'eux. Je pleurais enfin la version que je n'avais jamais eue. La conduite jusqu'à la maison de mes parents à Auteuil était différente cette fois, non pas parce que les rues avaient changé ou que les arbres semblaient familiers, mais parce que je n'y allais pas en tant que fille à la recherche d'approbation. Je n'espérais pas arranger les choses. J'y allais parce que j'avais besoin de dire ce qui était dans ma poitrine depuis trop longtemps. Julien a proposé de m'accompagner, mais j'ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seul. Il m'a raccompagné à la voiture, m'a embrassé le front et a dit, « Souviens-toi juste que tu n'es plus cette petite fille. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. » La maison semblait la même, façade blanche, pelouse bien entretenue, les photos encadrées d'Élise toujours visibles par la fenêtre avant, accrochées au-dessus de la cheminée comme une sorte de blason familial. Je me suis tenu sur le porche un moment,
respirant l'odeur familière des roses et du béton propre, puis j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Elle portait un gilet drapé sur ses épaules, ses cheveux parfaitement coiffés comme toujours. Ses yeux ont vacillé avec quelque chose, surprise, hésitation, mais sa voix était neutre. Chloé. Je ne t'attendais pas, je sais. Puis-je entrer ? Elle s'est écartée, et je suis entré dans le vestibule où le même vase en céramique que j'avais cassé quand j'avais 10 ans se tenait toujours, réparé et parfait à l'extérieur, les fissures invisibles à moins de regarder attentivement. Mon père était dans le salon, lisant un journal comme si c'était encore 1998. Il a levé les yeux quand je suis entré, mais ne s'est pas levé. « Tu es là ?» a-t-il dit sans expression. J'ai hoché la tête. Je ne resterai pas longtemps. Ma mère m'a suivi dans la pièce, les bras croisés. C'est quoi ce truc ? Je me suis tourné pour leur faire face à tous les deux, sentant mes mains trembler légèrement. Je ne voulais pas pleurer, je m'étais promis de ne pas le faire. Je voulais juste dire ce que j'aurais dû dire il y a des années. Ma mère a levé les yeux au ciel et s'est assise. On y va. Je suis resté debout. Oui, je suis jalouse, ai-je dit. Pas de son travail, pas de sa beauté, même pas de l'attention qu'elle reçoit. Alors quoi ? A demandé mon père, la voix fatiguée. De la facilité avec laquelle c'était pour vous de l'aimer. Ma mère a ricané. Tu es dramatique. Tu as toujours été dramatique, toujours à jouer la victime. J'ai secoué la tête. Non. Je ne joue rien. Je suis resté silencieuse si longtemps et ça n'a rien changé. Alors maintenant, je parle. Elle s'est levée, le visage tendu. Nous n'avons fait que te soutenir. C'est ce que vous appelez, ai-je demandé. Me dire de perdre du poids pour mes photos de mariage, ou de sauter ma cérémonie de remise de prix pour aller au shooting photo d'Élise, ou de prétendre que vous n'avez pas reçu mon invitation de mariage parce que j'ai osé me marier avant elle ? Mon père a plié son journal avec précision et l'a posé sur la table. Peut-être que nous devrions arrêter de prétendre être une famille. Puis les mots ont frappé comme de la glace, pas crié, pas en colère, juste clair et définitif. J'ai senti mon souffle se couper un moment, j'ai cru que j'allais craquer, mais ensuite quelque chose a changé en moi. Au lieu de m'effondrer, je me suis redressé. Vous avez déjà arrêté de faire semblant, il y a longtemps. Je rattrape juste mon retard. Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Plus de gaslighting, plus de réécriture de l'histoire. Vous m'avez élevé pour croire que je n'étais pas suffisante, que quoi que je fasse, je ne serai jamais elle. Et j'ai passé des années à essayer de gagner votre amour comme si c'était quelque chose pour lequel je devais passer une audition. Tu tords tout, a-t-elle dit, sa voix montant. Je ne le fais pas. Je le récupère. J'ai regardé une dernière fois autour de la pièce, la cheminée, la photo, les coussins parfaits disposés avec un soin chirurgical, tout était toujours en place comme si le temps n'avait jamais bougé. Mais moi, j'avais bougé. Et je ne suis pas désolé, ai-je dit. Je ne suis pas désolé de m'être marié. Je ne suis pas désolé d'avoir arrêté d'essayer. Je ne suis pas désolé d'avoir choisi la paix plutôt que la performance. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Alors que je l'ouvrais, j'ai entendu la voix de mon père derrière moi, basse et froide, ne viens pas pleurer quand les choses s'effondreront. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est ça la différence. Je ne m'effondre plus. Et avec cela, je suis sorti, laissant la porte se fermer doucement derrière moi. L'air semblait différent, plus propre, comme si j'avais laissé quelque chose de toxique derrière moi. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour, je n'ai pas rejoué la conversation ni remis en question mes mots. Je me suis contenté de conduire, fenêtre baissée, laissant le vent laver les derniers résidus. Quand je suis rentré dans l'allée, Julien m'attendait sur le porche. Il s'est levé quand il m'a vu et s'est avancé alors que je sortais de la voiture. Comment ça s'est passé, m'a-t-il demandé. J'ai souri. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je suis libre. Il m'a serré dans ses bras, posant son menton sur ma tête alors que j'exhalais. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas celle qui était brisée. J'étais juste celle qui était silencieuse, et maintenant, enfin, je n'étais plus silencieuse. Le message est arrivé 2 jours plus tard, juste après que je suis rentré du travail. J'avais à peine enlevé mes chaussures quand mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'aperçu montrait le nom d'Élise, et pendant un moment, je l'ai juste fixé.
Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle directement depuis avant le mariage. Elle était restée silencieuse, laissant mes parents faire la distanciation, l'esquive, la réécriture. Donc, l'explosion soudaine de contact ne ressemblait pas à une réconciliation, elle ressemblait à un front orageux. J'ai ouvert le message par pure curiosité. « Tu es en train de tout gâcher », disait-il. « Ce n'est pas parce que ton mariage ne s'est pas passé comme tu le voulais que tu dois nous rendre malheureux à tous. Cette famille allait bien avant que tu décides de tout centrer sur toi. » Je l'ai lu 2 fois, laissant les mots pénétrer. Il n'y avait aucune mention de mon nom, aucun signe d'empathie ou même de curiosité, juste une accusation, une projection, le même vieux langage qu'Élise avait toujours utilisé quand quelqu'un osait prendre la place où elle attendait un projecteur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai bloqué. Un seul clic propre et silencieux. Je suis resté là quelques minutes, respirant lentement, regardant la lumière du soleil couchant traverser les carreaux de la cuisine. Il n'y avait pas de boule dans ma gorge, pas de piqûre dans ma poitrine, juste du calme. Plus tard dans la soirée, Julien et moi étions assis sur le porche arrière, partageant une assiette de croque-monsieur et de soupe à la tomate, regardant le ciel passer de l'orange à l'indigo. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis a laissé échapper un léger sifflement. « Tu ne vas pas croire qui vient de m'envoyer un SMS », a-t-il dit. « Laisse-moi deviner », ai-je dit. « Élise. » Il a tourné l'écran vers moi. C'était un long message, commençant par une fine couche de politesse, en tant que sœur de Sophie et quelqu'un qui tient profondément à la réputation de notre famille, je pense que je dois te parler directement. Rien que cette phrase m'a fait renifler dans ma soupe. Elle a continué en disant que je traversais une période émotionnelle difficile et que peut-être Julien, en tant que mon mari, devrait jouer un rôle plus proactif pour m'orienter vers la stabilité. Elle a dit que je me défoulais clairement en raison d'une jalousie et d'une insécurité non résolue. Elle a écrit: quelqu'un comme Sophie a toujours eu du mal à gérer ses émotions. Je crains qu'elle ne te traîne maintenant dans des conflits inutiles, ce qui pourrait nuire à vos 2 futurs. La partie la plus absurde est venue à la fin, sûrement, tu comprends, en tant que personne intelligente et axée sur sa carrière, combien il est important de maintenir de solides relations avec des membres influents de la famille. Je n'aimerais pas que les choix de Sophie nuisent à ta position professionnelle. J'ai cligné des yeux à l'écran. Elle vient de te soudoyer avec elle-même? Julien a souri. Elle ne me connaît vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Que as-tu répondu? Il a ouvert ses messages envoyés et m'a tendu le téléphone. J'ai lu sa réponse: merci de votre inquiétude pour le bien-être de Sophie. En tant que son mari, je la soutiens pleinement. Je vous suggère de vous concentrer sur votre propre mariage et de diriger les commentaires futurs vers Sophie. Court, direct, parfait. Je lui ai rendu le téléphone et j'ai posé ma tête sur son épaule. Je pense que je suis censé être offensé, mais honnêtement, je suis juste fatigué. Il a hoché la tête. Elle panique. Tu es sorti de ton rôle attribué et ça secoue son monde. Je savais qu'il avait raison. Élise avait toujours contrôlé le récit quand nous étions enfants. Elle réécrivait chaque conflit à son avantage, puis me faisait paraître mesquine pour avoir protesté. Quand nous étions adolescentes, elle charmait les professeurs et les parents tout en chuchotant des demi-vérités à mes amis jusqu'à ce que j'ai soudainement été celle qu'on évitait. Et j'avais laissé faire. J'avais laissé les choses se passer parce que parler me semblait jeter des cailloux sur un train. Mais cette fois, elle avait essayé de me dépasser et de manipuler la seule personne qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cela l'avait rendue folle et cela l'avait rendue imprudente. Le lendemain, elle a envoyé un dernier message, cette fois à Julien encore: ne dis pas que je n'ai pas essayé quand tout ça s'effondrera. Tu te souviendras que je t'ai contacté. Il n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai imprimé l'échange et je l'ai glissé au dos de mon journal, non pas par méchanceté, juste comme un rappel de la façon dont j'avais progressé, de combien peu de pouvoir elle avait sur moi maintenant. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de me défendre ou de prouver qu'elle avait tort. Je n'ai pas ressenti de honte. Je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie libre. Plus tard dans la nuit, en pliant le linge, j'ai soudain éclaté de rire. Julien a passé la tête dans le couloir. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu sais quoi, ai-je dit, je la plains vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle pense toujours qu'elle doit jouer un rôle pour avoir de l'importance, et je savais exactement ce que ça faisait. Il est entré dans la pièce et a embrassé le sommet de ma tête. Tu ne vis plus là-bas. Non, ai-je dit. Je ne le fais vraiment pas,
il y avait eu le calme pendant presque une semaine quand le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais le code de zone était familier. J'ai laissé aller en messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé, « Chloé, c'est Agnès. Je sais que je n'ai pas beaucoup dit jusqu'à présent, mais j'aimerais parler. Appelle-moi quand tu pourras. » Tante Agnès avait toujours été le genre de personne qui restait en dehors des choses. Elle était la sœur aînée de ma mère, calme et posée, le genre qui assurait le bon déroulement des fêtes de famille avec des casseroles chaudes et des conversations plus sûres. Elle ne s'est jamais mêlée, elle n'a jamais pris parti. Mais quelque chose avait changé. Quand je l'ai rappelée, elle a répondu à la première sonnerie. « Merci d'avoir appelé », a-t-elle dit. « Je n'étais pas sûre que tu le ferais. »« Je suis là », ai-je répondu, prudente mais curieuse. « Je regarde ça se dérouler depuis trop longtemps », a-t-elle dit, et je me suis tenue tranquille, mais après ce que ta mère a dit le week-end dernier, je ne peux plus. Qu'est-il arrivé? Elle a dit aux gens que tu les avais délibérément exclus de ton mariage, que tu racontais des mensonges pour attirer l'attention. Elle a dit que tu étais instable, Chloé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je ne la crois pas, a dit Agnès, et je ne garderai pas le silence cette fois. Il y a eu une pause. J'organise le brunch familial dimanche prochain. Tes parents seront là, la plupart de la famille aussi. Je vais dire quelque chose à voix haute. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit doucement. Je sais que je ne le fais pas, mais je veux le faire. Elle n'a pas attendu mon approbation, elle était déjà résolue. Ce week-end-là, Julien et moi avions prévu de faire de la randonnée. Je ne voulais pas rester assise à mon téléphone à attendre des répercussions, mais les mises à jour continuaient de me parvenir. Vers midi, j'ai reçu un SMS de ma cousine Émilie, « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Puis un court clip vidéo. Agnès se tenait près du buffet dans son jardin, un verre de limonade dans une main, sa voix calme. Les gens bavardaient tranquillement autour d'elle, mais alors qu'elle parlait, le bruit s'est estompé. Avant que nous nous reconcentrions tous sur la nourriture et les petites conversations, a-t-elle dit, « Je veux juste mettre les choses au clair sur quelque chose qui me tracasse. » Mon père était visible en arrière-plan, debout rigide, une assiette en papier à la main. Ma mère était assise à côté d'Élise près du patio, les lèvres serrées. Ce n'est un secret pour personne que le mariage de Chloé a causé des tensions, a poursuivi Agnès, mais ce n'était pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, c'était parce que certaines personnes dans cette famille ont fait le choix de l'ignorer, de la réduire au silence et ensuite de mentir à ce sujet. Un murmure a parcouru le groupe. Elle méritait mieux. Nous l'avons tous vu, nous n'avons juste rien dit. Et ça s'arrête aujourd'hui. La caméra a brièvement fait un panoramique sur Élise, dont l'expression s'était durcie en quelque chose d'accent grave peine lisible, puis elle s'est coupée. Quelques minutes plus tard, Émilie a envoyé un autre SMS, « Oncle Raymond vient de dire qu'il se retire de la cérémonie du mariage d'Élise. Il a dit que ce n'est pas l'environnement dans lequel il veut être. » Puis un autre message, « Tu devrais savoir, la boutique que ta mère a réservée pour la robe d'Élise vient d'annuler ses essayages, sous prétexte de problèmes d'horaire, mais ils ont toujours été loyaux envers Agnès. Les gens se retirent. » Je ne savais pas quoi ressentir, la vindication, le soulagement, le chagrin. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé les messages, mon téléphone vibrant toutes les quelques minutes avec de nouvelles mises à jour. Apparemment, une autre cousine qui avait accepté d'être demoiselle d'honneur avait envoyé un SMS à Élise plus tard dans la journée pour dire qu'elle ne se sentait plus à l'aise de se tenir à ses côtés, que la façon dont mes parents m'avaient traité avait laissé un goût amer. Un par un, les gens changeaient, non pas parce que je le leur avais demandé, non pas parce que j'avais fait une scène, mais parce qu'ils voyaient cela, ils voyaient vraiment cela. Le dimanche soir, mes parents avaient commencé à appeler autour, pas pour s'excuser, pour expliquer. Ils ont dit aux gens que c'était un malentendu, que les invitations n'avaient jamais été reçues, que j'avais été froide et distante pendant des années et qu'ils ne savaient pas comment m'aborder. Mais les fissures montraient déjà. Une tante a dit à Agnès que ma mère avait appelé et pleuré, demandant pourquoi elle l'humilierait comme ça devant tout le monde, et Agnès avait répondu, peut-être parce que c'était le seul moyen de vous faire écouter. Je me suis assise à la table de la cuisine ce soir-là, regardant Julien couper des légumes pendant que je lisais le SMS à voix haute. Il n'a pas interrompu, il a juste continué à couper lentement, laissant le bruit du couteau sur la planche remplir le silence. Finalement, il a dit, « Tu n'as jamais eu besoin de convaincre personne. » Ils allaient finir par voir, ce n'était qu'une question de savoir qui parlerait en premier. J'ai hoché la tête.
La voix d'Agnès avait fait craquer quelque chose, pas seulement dans la famille, mais en moi. Parce que pour la première fois, quelqu'un qui était resté silencieux pendant des années avait regardé le désordre et dit « ça suffit ». Et le silence s'est rompu. Le poids ne s'est pas évaporé du jour au lendemain, mais quelque chose a changé. Ce n'était plus seulement ma voix, c'était une onde de choc, et je n'étais pas seul. C'est étrange comme la vérité trouve son chemin, même quand on arrête de parler. Quelques jours après le barbecue, j'ai reçu un message de Claire, une femme avec qui je travaillais autrefois à l'entreprise de Redmond. Nous n'étions pas proches, juste assez amicales pour prendre un café lors des séminaires d'équipe. C'était le genre de personne qui restait à l'écart des drames, alors voir son nom apparaître dans ma boîte de réception m'a surprise. « Salut, j'espère que ce n'est pas mal de vous contacter », a-t-elle écrit. « C'est un peu gênant, mais je pensais que vous devriez savoir. Ma tante Jeannette a reçu un appel de votre mère. » J'ai marqué une pause, sentant déjà mon estomac se serrer. Elle a dit des choses sur ta santé mentale, que tu étais instable ces derniers temps, que les gens ne devraient pas s'impliquer ou croire ce que tu disais sur la famille. Je suis tellement désolé. Ça semblait faux dès que je l'ai entendu. J'ai relu le message 2 fois, puis une 3e fois. Ma mère avait commencé à appeler des gens extérieurs à la famille maintenant, pas seulement des cousins ou des tantes, même pas des gens que j'avais contactés récemment, juste quiconque elle pensait qu'elle pourrait écouter. Julien m'a trouvé debout près de l'évier de la cuisine, le téléphone toujours dans la main. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai passé le téléphone. Il a lu le message, son expression devenant plus froide à chaque ligne. Elle appelle maintenant vos anciens collègues. J'ai hoché la tête. Ce n'était même plus de l'incrédulité, juste de l'épuisement. C'est de la diffamation, Chloé. De la diffamation. Si elle dit quoi que ce soit comme ça à quelqu'un de votre nouveau travail, nous pouvons parler à un avocat. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas m'engager sur cette voie. Ça ne vaut pas le coup. Je n'essaie pas de brûler toute la maison, je veux juste en sortir. Il a hoché la tête, bien que sa mâchoire soit restée tendue. Le lendemain, un autre message est arrivé, cette fois de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis près de 8 ans. Isabelle. Nous étions colocataires pendant 2 semestres à l'université, inséparables pendant un moment. Elle était là quand j'ai eu mon premier stage, m'a aidé à étudier pour les examens finaux, m'a tenu les cheveux quand j'avais trop bu. Mais un moment donné après l'obtention du diplôme, lorsque le drame familial a commencé à se répercuter sur la vie d'adulte, elle s'est éloignée. Nous avons perdu contact, ou peut-être a-t-elle juste dérivé là où c'était plus calme. Son message était court, « Salut, j'ai entendu des choses. Certaines de votre mère. » Honnêtement, j'ai cru à beaucoup d'entre elles, mais je n'aurais pas dû. Je vois ça maintenant. Tu n'as jamais été le problème. Je suis désolé. J'ai fixé ces mots pendant longtemps. Je n'ai pas ressenti l'envie de répondre, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je comprenais. Parfois, les mensonges sont juste plus pratiques à croire, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. La même semaine, Émilie a transféré une capture d'écran du chat de groupe familial. Apparemment, ma mère avait recommencé à appeler, cette fois en essayant de regagner le terrain perdu. Elle a appelé l'oncle Bernard et a dit qu'elle pensait que j'avais été émotionnellement fragile depuis le lycée, qu'elle et mon père avaient fait de leur mieux mais que j'étais difficile, que tout ce qui se passait maintenant n'était qu'un autre épisode dramatique, que les gens ne devraient pas juger à la hâte. Mais les gens n'y croyaient plus. La femme de Bernard, tante Léa, avait envoyé un SMS à Agnès par la suite. Elle semblait désespérée. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. Les nouvelles se répandaient lentement puis rapidement. Une cousine éloignée qui avait autrefois pris le parti d'Élise m'a envoyé un message sur Instagram de façon inattendue. J'ai toujours pensé que tu étais juste privée, réservée. Je ne réalisais pas que tu étais réduite au silence. Puis une autre, j'aurais aimé demander ton avis plus tôt. J'ai cru la version qui avait du sens pour eux. Je ne réalisais pas qu'ils la construisaient sur ton dos. C'était comme regarder un masque tomber pièce par pièce. Chaque fois que mes parents essayaient de consolider leur image, ils ouvraient une nouvelle couture. À un moment donné, Émilie m'a dit que la boutique où Élise avait commandé sa 2e robe de mariée est soudainement devenue entièrement réservée pour le reste de l'été. La directrice, apparemment une amie d'Agnès, avait entendu assez de choses. Élise était folle de rage, bien sûr, mais elle ne m'a pas appelé directement. Elle a posté des citations vagues sur les médias sociaux à la place, des choses comme « la jalousie ruine tout » et
certaines personnes ne supportent pas de voir les autres briller. Ses abonnés, principalement sélectionnés parmi sa carrière en marketing, ont réagi avec des likes et des affirmations, mais le soutien en coulisses s'amenuisait. Oncle Raymond, qui devait officier son mariage, lui a dit qu'il ne se sentirait pas à l'aise de participer à moins que la famille ne règle les choses, et d'après ce que j'ai entendu, cela ne s'est pas bien passé. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Je ne publiais pas de messages, je ne m'expliquais plus. J'avais simplement arrêté de faire semblant. Le reste se passait tout seul. Ce week-end-là, Julien et moi sommes allés prendre le petit déjeuner à notre endroit habituel en centre-ville, le lieu avec les planchers grinçants et les énormes brioches à la cannelle que vous deviez partager. Alors que nous attendions notre chèque, j'ai fait défiler mes SMS et j'ai vu un dernier message de mon ancien mentor à mon premier emploi, Sylvie Moreau. Salut Chloé, je voulais juste dire que j'ai rencontré ta mère récemment lors d'une collecte de fonds. Elle a dit des choses inquiétantes à ton sujet. Je souris poliment, mais intérieurement, j'étais furieuse. Je sais qui tu es. J'ai vu ton travail. Ne laisse personne le réécrire. J'ai regardé Julien de l'autre côté de la table. La chose à laquelle je ne m'attendais jamais se produit, ai-je dit. Les gens voient la vérité sans que j'aie à la défendre. Il a souri. Tu as arrêté de laisser les gens écrire le scénario, alors maintenant ils ne savent pas quoi dire. J'ai pensé à cela, à toutes les années que j'avais passées à essayer d'expliquer, de réparer, d'être raisonnable. Combien d'excuses j'avais présentées juste pour maintenir la paix. Plus maintenant. Laissez le silence parler, ai-je dit. Laissez le masque se fissurer et laissez la vérité faire le tour de porte en porte. J'ai reçu l'appel un mercredi après-midi, juste au moment où je quittais une réunion client à Neuilly-sur-Seine. Le nom sur l'écran m'a fait m'arrêter sur le parking. Bernard Moreau. Il avait été un ami proche de mon père pendant des années, maintenant retraité, mais autrefois l'un des avocats spécialisés en succession les plus respectés de la région parisienne. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des années, pas depuis qu'il avait porté un toast à ma fête de remise des diplômes de lycée, à une époque où les choses semblaient encore pleines d'espoir. Chloé, a-t-il dit quand j'ai décroché, sa voix basse mais ferme, j'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Je viens de trouver quelque chose et j'ai pensé que tu méritais de le savoir. Je me suis appuyé contre ma voiture, les clés à la main. Allez-y, la semaine dernière, j'aidais un collègue à examiner d'anciens documents de succession du dossier de vos parents, des choses routinières, juste pour organiser les mises à jour. Je suis tombé sur une version antérieure de leur testament, datant d'environ 4 ans. Tu étais clairement mentionné, par égal, sans condition. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. D'accord. Mais la version que j'ai vue déposer le mois dernier, tu n'y es plus. Les mots ont frappé comme de l'eau froide dans ma colonne vertébrale. Retiré complètement? Oui. Élise est l'unique bénéficiaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voulais que tu l'entendes de quelqu'un qui vous connaissez tous les deux, quelqu'un de neutre. Merci, ai-je dit, sincèrement. Ce n'était pas une question d'argent, jamais. Je n'ai pas grandi en attendant un héritage ou une richesse familiale. Ce qui faisait mal, c'était la délibération, l'effacement, le remplacement silencieux de mon nom par le sien. Même pas une division partielle, juste partie. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche avec Julien et je lui ai tout raconté. Il n'a rien dit pendant un moment, puis il m'a regardé et a demandé, est-ce qu'ils t'ont déjà demandé de signer quelque chose? En fait, oui, c'est revenu soudainement. L'été dernier, un après-midi étrange chez eux, quand ma mère m'a demandé de signer quelques documents, disant que c'était pour une désignation de propriété temporaire à cause d'un processus de refinancement de leur maison. Je me souviens avoir hésité, demandant si je devais faire examiner ça. Elle avait ri, disant que ce n'était que des documents standards, que ça n'avait rien à voir avec moi à long terme. Je les signais sans lire attentivement. Je lui faisais confiance, ou peut-être que je ne voulais juste pas d'une autre dispute. Maintenant, je me suis assise dans la lumière déclinante, réalisant que j'avais tenu le stylo et les avais laissés me rayer de l'histoire. « Veux-tu te battre ?» a demandé Julien. « Non, ai-je dit, mais je veux arrêter de faire semblant de leur avoir déjà signifié quelque chose. » De toute évidence, je ne leur signifiais rien. J'ai appelé tante Agnès ce week-end-là et je lui ai dit ce que Bernard avait dit. Sa réaction a été calme, mais son silence disait tout. Après une longue pause, elle a murmuré, « Ils ne t'ont pas seulement échoué, ils t'ont effacé. » J'ai pu entendre sa voix trembler, non pas de surprise, mais de chagrin.
Elle avait vu venir ça, peut-être qu'elle le savait au fond d'elle-même, mais maintenant il y avait la preuve, une preuve légale et intentionnelle. Quelques jours plus tard, les mots ont recommencé à circuler, non pas de moi, mais à travers le même lent fleuve de conversation qui avait transporté toute autre vérité. Une cousine m'a envoyé un message pour dire que sa famille n'assisterait pas au dîner de répétition d'Élise. Une autre a annulé sa RSVP complètement. Ce n'est pas l'argent, a-t-elle écrit. C'est le message. Puis le fleuriste qu'Élise avait choisi pour la cérémonie, qui était aussi marié à un cousin d'Agnès, s'est retiré du contrat, prétextant que les conflits familiaux rendaient les choses trop compliquées. Je n'ai orchestré rien de tout cela. J'ai à peine répondu, mais le mariage qui avait été planifié pour être parfait se défaisait maintenant fil par fil. Et mes parents, ils ont recommencé le contrôle des dégâts. Ma mère a envoyé un SMS à une cousine pour dire que j'avais mal compris le testament, que c'était une ébauche, pas la version finale. Mon père a appelé un oncle et a affirmé que j'avais refusé tout lien financier, que c'était mon choix de me distancer. Mais personne n'y croyait plus. Le schéma était trop clair, des années de silence, des années de favoritisme, et maintenant un effaceur si flagrant qu'il ne pouvait pas être réécrit avec des excuses polies. Cette semaine-là, j'ai reçu un dernier message de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis l'enfance. Une amie de la famille. J'avais l'habitude de penser que tes parents étaient juste stricts, a-t-elle dit. Maintenant, je vois qu'ils choisissaient soigneusement quelle fille avait le droit d'exister. Je n'ai pas pleuré. Je me suis senti vu, car ce qui était révélé n'était pas seulement du favoritisme, c'était une décision, un système, une réécriture de l'image familiale, et j'en avais simplement été retiré. Mais j'avais appris quelque chose. On peut être retiré du papier, on peut être retiré des photographies, mais quand les gens commencent à dire la vérité, votre nom finit par revenir, et cette fois, il était prononcé par des gens qui avaient été silencieux. La semaine du mariage d'Élise est arrivée tranquillement, sans fanfare, sans photos filtrées inondant les médias sociaux, sans poste de compte à rebours, sans campagne hashtag comme je l'avais autrefois attendu. C'était étrange de voir le silence là où il y avait toujours eu du bruit, mais encore une fois, peut-être que le silence avait toujours été là, enterré sous les paillettes et la performance, enfin exposé maintenant que les projecteurs avaient changé. Émilie m'a dit que le lieu avait changé à la dernière minute, quelque chose à propos de contrats tombés à l'eau. Quelques invités se sont retirés complètement, invoquant des problèmes d'horaire. Je n'ai pas demandé de détails, je n'avais pas besoin de savoir. Le matin de la cérémonie, Julien et moi nous sommes assis sur le porche arrière. C'était le début du printemps, assez chaud pour se passer de veste, mais encore assez frais pour profiter d'une couverture sur nos genoux. Il m'a apporté du café dans la tasse que j'utilise toujours, celle avec l'éclat sur le manche qui ne touchait jamais mes lèvres. Le jardin était calme, notre chien était enroulé à nos pieds, les oiseaux chantaient dans les arbres au-dessus. C'était le premier samedi de plusieurs mois qui semblait calme. Julien m'a doucement donné un coup de coude. « Tu vas bien ?» J'ai regardé le jardin, les arbres commençaient à bourgeonner, de petits éclats de verre me rappelant que le changement ne s'annonce jamais bruyamment, il commence juste tranquillement, sans permission. « Tu les regrettes ?» a-t-il demandé. La question flottait dans l'air comme de la brume. J'ai pensé aux anniversaires avec des SMS polis et pas d'appel. Au dîner de remise de diplômes écourtés pour des séances photos. Au vide là où aurait dû se trouver une danse père-fille. Aux chaises vides, aux invitations non ouvertes, au silence plus fort que n'importe quelle explosion. Puis j'ai pensé à tante Agnès. Aux messages des cousins, des collègues, des gens que je pensais m'avoir oubliés. J'ai pensé à la façon dont Julien m'a accordé de l'espace, sans jamais me presser, sans jamais scier, même lorsque les pièces se sont défaites. À la façon dont mon nom a trouvé le chemin du retour sans que j'aie à le crier dans toutes les pièces. J'ai secoué lentement la tête. Non, ai-je dit. Je suis enfin libre. Il a tendu la main et a serré la mienne une fois. Nous sommes restés assis là un moment, sans avoir besoin de dire autre chose. Plus tard dans l'après-midi, j'ai sorti une petite boîte du placard. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille, le genre qui faisait autrefois mal à ma poitrine. L'une d'elles me montrait à 12 ans, tenant un trophée de la compétition régionale de robotique. Je me souviens bien de ce jour, non pas à cause de la victoire, mais parce que mes parents étaient partis tôt pour emmener Élise à un rappel de mannequinat. J'avais l'habitude de regarder cette photo et de ne voir que ce qui manquait. Maintenant, je voyais autre chose. Je voyais une fille qui avait essayé quand même, qui s'était montrée même quand personne ne regardait,
qui avait construit sa propre joie à partir de miettes de déception et en avait fait quelque chose de solide. Je n'étais plus elle, mais j'étais fier d'elle. J'ai glissé la photo dans la boîte, les fermé doucement et les remise sur l'étagère. Il n'y avait aucune part de moi qui voulait une vengeance, aucune part qui avait besoin d'être choisie en premier ou de recevoir une couronne. J'avais passé trop de temps à courir. J'avais déjà choisi moi-même et, ce faisant, j'avais trouvé une sorte de paix que je n'avais jamais cru possible. Ce soir-là, alors que Julien et moi préparions le dîner ensemble, il s'est tourné vers moi soudainement. « Tu sais ce que je pense ? » « Quoi ? » « Je pense que le vrai mariage a eu lieu ici, avec les bonnes personnes, sans sourire forcé, juste la vérité. » J'ai souri. « Oui, ai-je dit. Ça l'a fait, et c'était parfait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de vous être assis avec moi à travers cette histoire. Si vous vous êtes déjà senti comme le personnage d'arrière-plan de votre propre famille ou si vous avez été fait pour vous sentir petit dans des pièces que vous avez aidé à construire, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous comptez, même quand ils ne le disent pas, surtout alors. J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voulez simplement partager votre propre histoire. C'est votre espace aussi, et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il y aura bientôt d'autres histoires comme celle-ci, réelles, brutes et pleines d'imprévus. D'ici là, merci de votre écoute.